Salut à tous, c'est Falk, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour faire le bilan de ces huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Et aujourd'hui il y a énormément de vent au moment où je vous parle, j'ai des branches qui tapent dans le mur de dehors donc j'espère que ça s'entendra pas à la caméra. Évidemment on va procéder comme d'habitude, je vais parler déjà de manière plus détaillée des deux matchs des clubs allemands et ensuite je vous raconterai pêle-mêle de ce que j'ai pensé de ces huitièmes de finale. Commençons par ordre chronologique par parler du match qui opposait le Bayer Leverkusen au FC Bayern, cette fois à Leverkusen. Match que le FC Bayern se devait de maîtriser vu qu'ils avaient déjà gagné 3-0 à l'aller. Et ce qu'on peut dire, c'est que niveau maîtrise, on est tout en haut. Bon, déjà, avant de commencer l'analyse globale, je dois des excuses à ce club du Bayern que j'aime tant. Je pensais qu'ils allaient galérer face à Leverkusen par rapport à tout ce qu'on a vu cette saison, par rapport d'ailleurs au fait que le Bayern, depuis la saison dernière, ça galère à mort contre Leverkusen. Et finalement, ils les ont bouffés sur 2 matchs de suite. Comme quoi, la Ligue des Champions a ses propres règles. Et donc, malgré le 3-0 infligé à l'Allianz Arena, le Bayer Leverkusen est quand même venu avec le couteau entre les dents et cette fois avec un vrai effectif sur le terrain. Pas que la semaine d'avant, il n'avait pas de vrai effectif, mais là, pour le coup, il a mis les joueurs qu'il fallait sur le terrain. On avait donc Patrick Schick en attaque, on avait Frimpong plutôt défensif, même si, évidemment, tu le retrouves tout le temps en attaque pendant le match. Xabi Alonso a quand même dû gérer avec l'absence de Mukiele qui avait été donc suspendu à cause d'un carton rouge et surtout la grosse absence Florian Wirtz blessé pendant le match du Werder Bremen. D'ailleurs Florian Wirtz il va mettre quelques semaines avant de revenir pour Leverkusen. Et donc forcément quand tu perds ta star et celui qui gère ton attaque, c'est beaucoup plus difficile d'un coup. Xhaka, qui d'habitude gère plutôt le côté défensif et va faire des passes longues, était plus en avant. Pareil pour Alex Garcia et Palacios, que j'ai trouvé beaucoup plus offensif que d'habitude. Et que ce soit Frimpong ou Grimaldo sur les côtés, dans tous les cas, on les retrouve en attaque et en défense. Ces deux-là, ils courent tout le temps. Le plan du Bayer Leverkusen pour essayer de survivre dans cette confrontation face au Bayern, c'était d'essayer de dynamiser totalement le Bayern en début de match. Et ça n'a absolument pas fonctionné. Pour des raisons assez simples, le FC Bayern s'y attendait. Clairement, les gars, ils menaient 3-0. Ils se sont clairement dit que le Bayer Leverkusen allait attaquer très tôt, très vite, très violemment. Et ce qu'a fait donc le Bayern pour contrer ça, c'est de garder le ballon tout simplement. Parce que si Leverkusen ne touche pas la balle, Leverkusen ne peut pas marquer. Mis à part une grosse action de Leverkusen en tout début de match, le FC Bayern était en full contrôle pendant toute la première mi-temps. Et ça se traduit par une chose simple, le Bayer Leverkusen n'a pas cadré un seul tir en première mi-temps. Et on avait donc un Bayern en full possession avec Goretzka, Kimmich qui gardait le ballon assez longtemps au niveau du milieu de terrain. Laima et Olise que j'ai trouvé absolument impressionnant sur ce match. D'ailleurs le FC Bayern n'a pas fait la même erreur que contre Bochum. Pour le coup, Vincent Kompany, il a aligné tous les titulaires, en tout cas tous ceux qui doivent être titulaires depuis le début de saison. Et il faut quand même dire que le FC Bayern, même ça fait plusieurs années qu'ils ont énormément de bons joueurs, même sur le banc pour les remplacements. L'équipe titulaire est quand même vraiment meilleure que l'équipe sur le banc actuellement. Meula, je l'adore, mais c'est plus que c'était. Gnabry, c'est vraiment en dents de scie. Stanisic fait une bonne entrée pour le coup. Mais là, actuellement, Laima en arrière droit, c'est meilleur que Stanisic, c'est meilleur que Guerreiro. En même temps, je le vois plus à gauche qu'à droite. Et c'est meilleur que Sacha Boey, sans aucun doute. Mais surtout, son duo avec Olise, les deux se trouvent d'une facilité déconcertante. Que ça soit au niveau des passes en retrait, que ça soit les 1-2 en attaque. Olise et Laima, c'est incroyable ce qu'ils font actuellement. On rappelle que Konrad Laima, de base, arrière droit, ce n'est pas son poste. Le gars, il est milieu défensif. Et donc, au final, les deux équipes rentrent au vestiaire avec le score de 0-0. Et clairement, ça devient difficile pour le Bayer Leverkusen qui doit, on rappelle, remonter 3 buts minimum pour aller en prolongation. Là, il te reste 45 minutes et planter 3 buts au Bayern en 45 minutes quand ils ont une forme pareille, c'est ultra compliqué. D'ailleurs, c'est presque impossible. Et donc, la deuxième mi-temps commence un peu comme la première avait commencé. On a un Bayer Leverkusen extrêmement entreprenant et là, pour le coup, qui est beaucoup plus dangereux en attaque. Et on a clairement un FC Bayern qui en profite avec un but à la 50e environ de Harry Kane qui a quand même beaucoup de chance sur le but. Malgré tout, il le marque.
Et à ce moment-là, c'était clairement fini pour le Bayer Leverkusen, 1-0 pour le Bayern, c'est terminé pour la Ligue des Champions. Mais on voit quand même la mentalité qui a influé Xabi Alonso dans cette équipe, c'est qu'au moment où le Bayern a marqué, je n'ai jamais trouvé le Bayer Leverkusen aussi dangereux qu'après ce but. Alors clairement, je pense que c'est une histoire d'ego, le Bayer Leverkusen ne voulait pas se laisser marcher dessus au point de ne pas avoir carrément marqué un but sur 2 confrontations, et donc ils ont essayé de sauver l'honneur en attaquant constamment. Ce qui rend la deuxième mi-temps beaucoup plus attractif par rapport à la première qui était plus gérée par le FC Bayern. La seule chose qui m'a quand même vraiment frustré, c'est le nombre de fautes qu'a commis le Bayer Leverkusen. Je trouve que l'arbitre d'ailleurs en début de match a clairement été en faveur du Bayer Leverkusen. Sur le principe qu'en début de match, il y a un penalty clair et net qui n'est pas sifflé pour le Bayern, mais en plus l'arbitre qui donne des cartons jaunes à foison au Bayern sur des trucs vraiment minimes. Par exemple, le carton jaune que prend Coman, jamais de la vie c'est jaune. Je pense vraiment que c'était plus à but attractivité du match. Parce que le nombre de fautes violentes qu'ont fait les joueurs de Leverkusen qui ont joué ultra physique, vu qu'ils n'arrivaient pas à tenir le côté technique du FC Bayern, et le peu de jaunes qu'ils ont reçu malgré les fautes, même on peut clairement dire que le Bayer Leverkusen aurait au moins mérité un rouge sur ce match, ils ne l'ont pas eu. Et là on va quand même parler de l'action du match que j'ai trouvé tout simplement absolument merveilleuse. Juste une faute standard, basique que prend le Bayern dans sa propre moitié de terrain. Kimmich qui décide de la jouer vite, qui la joue un peu n'importe comment. En tout cas, on a l'impression que Kimmich la balance pour rien. Gnabry court, Gnabry sait qu'il peut la récupérer. L'effet que Kimmich met dans la balle pour que la balle reste sur le terrain, c'est absolument fabuleux. Et donc oui, là je parle évidemment du deuxième but du Bayern. Gnabry qui se bat comme un fou pour récupérer ce ballon, qui voit Kane qui a tout de suite senti que Gnabry pouvait avoir ce ballon. Et alors là, juste pour cette action, je comprends que Harry Kane ait reçu le trophée de homme du match. Avant même de recevoir le ballon de Gnabry, Harry Kane lève la tête, tourne la tête pour voir s'il y a quelqu'un au centre à qui passer. Et donc il la prend directement, une touche de balle pour la faire à Alphonso Davies qui scellera le match en mettant le 2-0. J'étais comme un fou devant cette action. Ça peut paraître ultra anodin comme but, mais pourtant je trouve que le fait que Kimmich ait pensé à faire cette passe, que Gnabry se batte autant pour la récupérer, que Kane lève la tête avant même de recevoir le ballon pour la faire pile là où il fallait pour que Davies marque cette balle, je trouve ça absolument fabuleux comme action. D'ailleurs, Davies, parlons-en, il a clairement récupéré ses cannes. Il y avait beaucoup de critiques envers lui par rapport au fait qu'il n'avait plus les jambes à cause de ses blessures les 2 dernières saisons. C'était un peu galère. Là, Davies, il revient à un niveau stratosphérique. Il est autant impliqué en défense à se battre sur tous les ballons, à faire des percées offensives seul avec le ballon balle au pied. À 5 joueurs, il a réussi quand même à dribbler tout le monde. Davies, il est de nouveau sur un jeu phénoménal. Et donc se dire que le FC Bayern, ils ont re-signé ce mec-là qui commence à retrouver une forme absolument géniale, ça fait plaisir. En parlant de signature qui fait plaisir, Kimmich a re-signé officiellement aujourd'hui, je suis content. Et comment ne pas terminer cette review de match en parlant d'un des grands vainqueurs pour moi de ce match, c'est Obe, le nouveau petit gardien du FC Bayern. Je dis petit par rapport au fait qu'il soit très jeune, je crois qu'il a 21 ans, donc il prend la relève de Neuer, ce jeune-là. Et ben Obe, pour le coup, il est meilleur que Peretz. Je sais pas ce qui va se passer avec Nübel quand il reviendra de près, si le Bayern va le vendre directement. Mais alors pour le coup, le potentiel de ce jeune-là, incroyable. Déjà contre Bochum, je l'avais trouvé très bon au niveau des arrêts. Clairement, les 3 buts qu'il prend, il n'y pouvait rien. Mais alors là, en deuxième mi-temps face à Leverkusen, il nous fait 3 à 4 énormes arrêts. Et d'ailleurs, mis à part ces 3 gros arrêts, il faut aussi parler du fait que les joueurs du FC Bayern, ils le mettent en confiance. Ils vont le voir à chaque arrêt, ils vont le féliciter. On a aussi les fans du FC Bayern qui sont comme des fous lorsqu'ils touchent le ballon. Ça, je trouve ça absolument génial pour l'intégration. Non, parce qu'il faut quand même parler de la confiance. Obe prendra sûrement la relève de Manuel Neuer, le meilleur gardien de l'histoire. Passer après ce mec-là, c'est pas forcément facile. En tout cas, ce qui m'impressionne énormément avec ce jeune gardien, c'est sa maîtrise balle au pied. Les passes sont très bonnes, il choisit toujours le bon joueur à qui faire la passe. Il ne panique pas quand l'attaquant adverse vient sur lui. Franchement, Obe, c'est une force tranquille, il est calme, il est très juste au pied. Non, franchement, il a un potentiel énorme, ce jeune. 5-0 sur les 2 confrontations face à un Bayer Leverkusen que beaucoup voyaient presque comme invincible. Je trouve ça
énorme. Et donc en quart de finale, on a un autre gros morceau qui attend le FC Bayern, l'Inter de Milan, mais ça, on en parlera dans une autre vidéo. Le deuxième match que j'ai évidemment suivi avec attention, c'est celui entre Lille et le Borussia Dortmund. Bon, je dis le deuxième match, mais en vrai, j'en ai regardé 4 en live parce qu'il y avait trop de matchs intéressants. Et alors, même si je voyais le Borussia Dortmund avant la double confrontation passer le LOSC, ça s'est fait de manière bizarre encore. Bon, on rappelle que le premier match s'était terminé 1-1 avec un Borussia Dortmund ultra dominant en première et un LOSC ultra dominant en deuxième mi-temps. Alors que sur ce match, je suis désolé pour les fans du LOSC, mais pour moi, le Borussia Dortmund a dominé 85 minutes du temps. Le LOSC est arrivé hyper motivé dans ce match, a marqué très vite dans ce match. D'ailleurs, on va en parler rapidement. Adeyemi perd le ballon, ça peut arriver à un attaquant. Mais que ensuite le défenseur perde le ballon, que personne n'aille sur l'attaquant du LOSC, qu'il y ait 6 joueurs du Borussia Dortmund dans les 11 mètres du BVB. Il y a 6 joueurs, il y a le gardien en plus, on a Jonathan David tout seul, en plein milieu de ces 6 joueurs. Schlotterbeck est loin, tous les défenseurs sont loin de lui, une passe qui avait l'air tellement inoffensive. Aucun joueur du Borussia se dit que c'est une bonne idée d'aller soit sur le passeur, soit sur le mec qui va réceptionner le ballon. Alors là, on a Jonathan David qui met une frappe en soi plat du pied, pas très forte. Kobel qui se la prend entre les jambes. Alors oui, Jonathan David est très proche de Kobel. N'empêche que si Kobel fait ce geste-là à mettre ses 2 bras en dessous de ses jambes, c'est qu'il sait exactement où vient le ballon. La boulette est pas juste énorme de la part de Kobel, elle est énorme de la part de toute l'équipe qui ne défend pas. Et franchement, j'ai vu ça. Je n'attendais sérieusement plus rien de cette équipe du Borussia Dortmund. Je me suis dit, là, ils ont pris un but tellement facilement, ils ont tellement pas envie que le LOSC montre une envie et qu'ils vont se faire bouffer le Borussia. Eh ben non, c'est pas ce qui s'est passé. Parce qu'au final, quand ça rentre au vestiaire 1-0 pour Lille, jamais de la vie, mais jamais de l'univers, il y a 1-0 pour Lille après cette première mi-temps. J'en parlais dans la preview que le gars qui me faisait le plus peur à Lille, c'était Chevalier dans les buts. Je sais pourquoi il me faisait peur, ce gardien-là. Il a été absolument phénoménal. Il y a 3 arrêts, c'est quasiment des 100% qu'il arrête. Que ça soit le tir qu'il dévie sur le défenseur qui est sur la ligne du LOSC, que ça soit cette action trop bizarre sur corner où il arrête littéralement un tir à bout portant, il le réarrête juste après avant que ce soit un défenseur qui l'arrête pour une 3e fois de suite. Même l'arrêt où vraiment il doit s'étaler au sol le plus loin possible pour la prendre. Franchement, Chevalier sur cette première mi-temps, il sauve Lille. Il doit y avoir 3-1 pour le Borussia Dortmund. Surtout qu'après le but que Lille met, ils sont sortis maximum 2 fois de leur zone des 45 mètres. Lille doit se faire détruire en première mi-temps et pourtant, ça mène 1-0. Et ça fait peur pour le Borussia Dortmund parce qu'on sait que mentalement, cette saison, c'est très compliqué. Chevalier, il a l'air d'être dans une forme olympique. Et là, c'est le moment de controverse. Est-ce que Guirassy se laisse pas tomber hyper facilement et que donc le penalty, on peut ne pas le donner ? Franchement, ça ne m'aurait pas choqué qu'on ne donne pas le penalty. En tout cas, le Bayern, on leur a pas donné un penalty pour un truc beaucoup plus violent. Alors oui, sur la physionomie du match, ça s'entend que le Borussia Dortmund doit au moins égaliser, doit marquer un moment. Je trouve ça dommage que ce soit sur penalty où vraiment on peut se poser la question est-ce qu'il y avait ou non penalty. Et alors moi, devant mon écran, sachez que je n'étais absolument pas serein de voir Emre Can le prendre ce penalty là. Déjà parce que Emre Can, il nous habitue à énormément de boulettes et parce que Chevalier, il était absolument incroyable. Et pourtant, le Borussia Dortmund réussira à égaliser. Et c'est un peu ce qui a tué le LOSC. Parce qu'ils ont concrètement continué à se faire bully au niveau de la défense. Le Borussia Dortmund marquera le 2-1. Et c'est dans les 5 dernières minutes avant le temps additionnel que le LOSC a vraiment commencé à appuyer en attaque. On a donc 10 minutes de LOSC qui fait que attaquer parce que le Borussia Dortmund décide de juste défendre. Ce qui est d'ailleurs assez bizarre parce qu'ils dominaient tellement. Pourquoi ils n'ont pas essayé de plus garder le ballon que ça, ou que le virer comme ça en attaque pour que Lille puisse attaquer? Je ne comprends pas, mais bon, le Borussia Dortmund gagnera ce match à Lille 2-1, et c'était quand même très compliqué. Alors déjà, je pense qu'on peut féliciter le LOSC d'avoir fait ce parcours en Ligue des Champions qui était absolument incroyable. Et ça n'aurait pas été honteux du tout que Lille élimine ce Borussia Dortmund-là. Donc malgré sa très mauvaise saison en Bundesliga, le Borussia Dortmund arrive à se hisser
en quart de finale de la Ligue des Champions. Et là, ça va re-rencontrer le FC Barcelone sur une double confrontation. Pareil, on en parlera dans des pronos. Mais ça va pas être facile. Même si le rêve absolu, c'est d'avoir une demi-finale FC Bayern Borussia Dortmund. On verra bien ce que j'en dis dans une autre vidéo. Et donc, au-delà de ces deux matchs qui ont retenu toute mon attention, j'ai évidemment été happé par le match Liverpool-Paris. Match où le PSG a quand même eu beaucoup plus de difficultés qu'au premier match. En même temps, être aussi dominant qu'au premier match, je sais même pas si c'est possible, tellement ils ont été forts. Et pourtant, c'est dans ce match où Paris galère plus que Paris arrivera à marquer et à tenir le coup face aux attaques incessantes de Liverpool. En tout cas, niveau tactique et technique, c'était un match incroyable. Franchement, le niveau du PSG actuellement, je ne pensais pas cela possible après aussi peu de temps, après tous les changements qu'il y a eu au sein de Paris. Waouh, ils sont très très forts. Il est tellement fort qu'ils ont réussi à faire rager le coach de Liverpool qui dit quand même qu'ils étaient premiers de cette phase de qualif de Ligue des Champions et que malgré ça, ils rencontrent Paris en 8e et que donc il faut se poser des bonnes questions sur cette nouvelle Ligue des Champions. Et en même temps, moi j'ai envie de dire, si tu veux gagner la Ligue des Champions, faut pouvoir battre les meilleurs. Et là pour le coup, Paris sur les deux matchs a été meilleur. Je suis aussi content pour Donnarumma qui en avait pris plein son grade lors du premier match, qui finalement lui sauve son équipe lors du deuxième, lors de cette séance de tir au but. Et je sais pas si c'est que moi, mais quand j'ai vu Nunez de Liverpool poser le ballon pour tirer son péno, je savais qu'il allait rater. Je le savais, je le sentais. Nunez, je ne le voyais pas marquer son penalty. En tout cas, le PSG va rencontrer un Aston Villa qui va pas falloir non plus prendre de haut. Les gars, ils sont finis à 6-1 face à Bruges et ils ont quand même des joueurs maintenant d'expérience dans cette équipe. Faut pas les prendre de haut, mais Paris est clairement favori. Et le deuxième match, c'était évidemment celui entre l'Atlético et le Real Madrid. Match aussi très bizarre, un Atlético qui marque après 27 secondes et qui a donc remis littéralement la balle au centre en début de match. On a quand même dans ce match énormément de phases offensives de la part des deux équipes. On a un Vinicius qui rate son péno pendant le match. D'ailleurs, le Real, je ne les ai pas trouvés hyper impressionnants, à part Bellingham que j'ai trouvé vraiment très fort sur ce match. Le reste, bof. Mais bon, c'est le Real Madrid et le Real Madrid, quoi qu'il se passe, j'ai l'impression dans cette compétition, ils réussiront à passer. Ça gagne au tir au but. Il y a ce truc de Alvarez qui touche 2 fois le ballon. J'avoue que même en le revoyant plusieurs fois au ralenti sur mon PC, sur mon téléphone, je ne vois pas quand est-ce qu'il touche 2 fois. Alors oui, je comprends et je vois pourquoi on dit qu'il touche 2 fois, mais je ne le vois pas personnellement. Je pense que c'est plus au niveau de la trajectoire du ballon que ça se voit. Évidemment, on a les fans de l'équipe de France qui ragent en disant Lionel Messi, on aurait dû dans ce cas aussi l'annuler pendant la Coupe du Monde. Bref, ça, c'est un autre débat. Mais bon, la règle, c'est la règle. Et si on a la VAR aujourd'hui, c'est pour éviter ce genre d'erreur. Après, c'est vrai que c'est dommage de se dire que c'est toujours le Real Madrid qui est avantagé par rapport à ce genre de choses. Oui, les différents buts hors jeu de Cristiano Ronaldo face au Bayern dans les années 2010, ils sont encore à travers la gorge. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez aimé lors de ces 8e de finale de la Ligue des Champions. N'hésitez pas non plus à vous abonner ou mettre un petit pouce vers le haut si cette vidéo vous a plu. Nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Et d'ici là, je vous dis, servus!